Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de donner la parole à l'accusation, la Chambre prend note de l'absence de l'accusé Ieng Sary. Nous allons entendre maintenant le rapport sur la situation de M. Ieng Sary. Le greffier. M. Ieng Sary est dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit à être présent dans le prétoire et le document de renonciation a déjà été soumis à la Chambre. Le président, je vous remercie. La Chambre a bien reçu le document de renonciation de Ieng Sary signé le 31 mai 2012 par lequel il demande d'être excusé du prétoire et d'assister à l'audience depuis sa cellule temporaire et ce pour le reste de la journée. Il invoque ses problèmes de santé et son incapacité de rester assis dans le prétoire. La Chambre fait donc droit à sa demande. M. Ieng Sary pourra assister à l'audience depuis la cellule temporaire grâce aux moyens audiovisuels. M. Ieng Sary est donc autorisé à assister à distance à l'audience. Les responsables de l'audiovisuel sont priés de vérifier que le lien audiovisuel est bien connecté à la cellule temporaire afin de permettre à M. Ieng Sary d'assister à l'audience par ces moyens. Co-avocat pour les parties civiles, Maître Pic En. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le juge, je demande la parole car je désire informer la Chambre que Maître Sin Sawan et Maître Nikoé vont interroger le témoin lorsque les co-avocats de la partie civile auront la parole. Le Président, je vous remercie, Maître. Je donne la parole à l'accusation. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges.
Bonjour, chers confrères. Bonjour, monsieur le témoin, ainsi qu'aux membres du public. Hier, avant la levée de l'audience, j'ai déjà eu l'occasion de poser quelques questions aux témoins. Il me reste encore quelques questions à vous poser. Avant de les poser, je voudrais brièvement vous rappeler les questions que je vous ai posées hier et j'aurai éventuellement quelques précisions à vous demander. Pendant la période du Kampuchea démocratique, est-ce qu'il y avait des mariages forcés entre des soldats blessés et certaines femmes? Vous avez répondu ne pas avoir été au courant. Est-ce qu'exact et est-ce que vous maintenez votre réponse? Réponse, oui, c'est le cas. Je ne suis pas au courant. Question. Cette question concerne les croyances religieuses pendant le Kampuchea démocratique. Avez-vous jamais entendu le terme réactionnaire? Réponse, oui, en effet. Question. Avez-vous jamais entendu l'expression religion réactionnaire? Réponse. On ne m'a jamais parlé d'une telle expression. Question. Pendant la période du Kampuchea démocratique, avez-vous jamais observé de moines dans les pagodes? Réponse. Dans ma coopérative, il y avait effectivement une pagode, mais je n'ai pas constaté la présence de moines. Question. Pourriez-vous nous dire si les moines étaient traités comme des croyants de cette religion réactionnaire? Réponse. L'on ne m'a jamais parlé ainsi. Question. Vous a-t-on jamais parlé de la religion chrétienne et de l'islam? Étaient ces religions décrites comme étant des religions réactionnaires? Réponse. C'est une chose que je ne peux vous expliquer car on ne m'en a jamais parlé. Question. Merci. Je voudrais passer maintenant au plan commun avant avril 1975. Hier, vous nous avez dit vous être rallié à la Révolution. Et avoir soutenu le mouvement émotionnellement, physiquement et financièrement. Avez-vous souvent participé à des réunions avec des dirigeants? Réponse. Non.
Question. Vous dites donc ne pas avoir assisté aux réunions. Néanmoins, étiez-vous au courant des projets d'attaque contre la ville de Phnom Penh? Réponse. Je n'en avais aucune idée. Question. Connaissez-vous les méthodes utilisées par le PCK pour évacuer la population de Phnom Penh? Réponse. Je ne sais pas. Question. Le 17 avril 1975, où étiez-vous à cette date? Réponse. J'étais chez moi à Phnom Penh ce jour-là. Question. Pourriez-vous nous dire à quoi ressemblait la ville de Phnom Penh ce jour-là? Réponse. J'étais chez moi, donc je ne peux vous parler de ce qui s'est passé dans mon quartier. J'ai vu des combattants des Khmers rouges arriver dans notre quartier. Je ne saurais vous dire ce qui s'est passé dans d'autres quartiers ou secteurs de la ville. Je ne peux vous raconter que ce que j'ai observé près de chez moi. Question. Lorsque vous avez vu arriver ces jeunes combattants, est-ce qu'il s'agissait de soldats ou de civils? Réponse. En effet, je voulais parler des militaires car ils étaient armés. Question. Est-ce que l'un des soldats des Khmers rouges vous aurait parlé? Vous aurait dit quelque chose? Réponse. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ne m'ont rien dit, ils marchaient simplement près de chez moi. Question. Est-ce qu'ils vous ont dit de quitter Phnom Penh? Réponse. En fin d'après-midi, on nous a dit de quitter la ville. On nous a dit qu'il s'agissait de partir pour quelques jours seulement. Question. Vous dites donc que les Khmers rouges vous ont prié de quitter la ville pour quelques jours seulement. Ma question suivante concerne les biens des gens. Qu'est-ce que les Khmers rouges ont dit aux gens concernant leurs biens?
Réponse. On ne nous a rien dit à ce sujet, on nous a simplement dit de préparer à manger. Question. Lorsque vous étiez en train de quitter Phnom Penh, quelles impressions avez-vous concernant l'état des gens que vous observez le long des routes? Réponse. J'ai vu des gens qui marchaient sur les routes, beaucoup de gens. Je ne savais pas où ils allaient. Question. Lorsque vous avez quitté Phnom Penh, où êtes-vous allé? Réponse. Je suis descendue chez des parents dans le village de Gen Swai, à côté de la route nationale numéro 1, et je suis restée chez eux. Question. Pourriez-vous nous parler de la condition des évacués, de ces personnes, des enfants? Réponse. Les gens ont été obligés de quitter Phnom Penh en famille. Toute la famille devait partir. Les routes étaient donc très encombrées et beaucoup de gens se sont rassemblés à Gen Swai. Il y avait beaucoup de monde. Question. Dans une situation aussi chaotique, est-ce que l'ANCAR a proposé, organisé des services médicaux pour la population? Réponse. Je n'ai rien observé de la sorte. Question. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Gen Swai et qu'avez-vous fait à cet endroit? Réponse. Il y avait une coopérative à cet endroit, puisque j'y avais de la famille. J'ai demandé l'autorisation de m'installer dans cette coopérative. Cependant, par la suite, j'ai été transférée à une autre coopérative. Question. Dans cette première coopérative où vous êtes resté, quelles étaient vos impressions concernant le rationnement alimentaire?
Réponse. Chaque famille devait s'efforcer de nourrir les membres de cette famille. Il n'y avait rien d'organisé pour aider les gens à trouver à manger. Question. Ensuite, dans la deuxième coopérative que vous avez rejointe, quelle était la situation alimentaire dans cette deuxième coopérative? Réponse. Il n'y avait pas de pénurie alimentaire dans la deuxième coopérative. Il n'y avait pas non plus d'alimentation, de nourriture en abondance, mais il n'y avait pas de pénurie. Question. Vous a-t-on demandé de transférer vos biens propres à la communauté? Réponse. En effet, on m'a dit de le faire, mais je suis partie sans rien. Je n'avais qu'une montre et c'est tout. Question. J'ai noté que pendant le restant de votre vie, vous avez fait de votre mieux pour vous renseigner sur l'état de vos biens. Donc, si j'ai bien compris, quand vous êtes parti de Phnom Penh, vous n'aviez qu'une montre sur vous. Est-ce exact? Réponse oui. Question. Saviez-vous ce qui était advenu de vos biens? Saviez-vous que Angkar avait saisi vos biens? Réponse. Lorsque j'ai quitté Phnom Penh, j'étais obligée de quitter ma maison. Je ne savais pas si ma maison avait été saisie ou non. Lorsque nous avons quitté Phnom Penh, nous avions une voiture. Nous avons accompagné la famille en voiture. Mais à Ginswai, nous étions obligés de rendre cette voiture, de le donner à d'autres gens. Question. À quelle coopérative vous a-t-on demandé votre biographie? Réponse. À la première coopérative, on ne m'a jamais demandé ma biographie, puisqu'à cette époque, la coopérative n'était pas bien gérée. Mais lorsque j'ai été transférée à la deuxième coopérative, on a pris ma biographie. Question. Est-ce que vous savez où on a envoyé votre biographie? Réponse. Non, je ne le sais pas. Question. Dans chaque coopérative du PCK, les coopératives que vous avez fréquentées, saviez-vous que les gens étaient classifiés dans des catégories, les gens du 17 avril, les anciens et les nouveaux? Réponse. À la première coopérative, ce genre de classification n'existait pas. Les gens pouvaient rester à l'endroit qu'ils avaient choisi.
Question. Et qu'en est-il de la deuxième coopérative? Réponse. À la deuxième coopérative, il y avait surtout des intellectuels ayant quitté Phnom Penh. Il y avait aussi quelques ouvriers de Phnom Penh, ainsi que quelques paysans du coin qui avaient été évacués du sud de Phnom Penh et de Jong Ek. Donc, dans la deuxième coopérative, il y avait des intellectuels, des ouvriers et des paysans. Les personnes venaient donc d'origines diverses, mais ils étaient traités de manière égale et tous devaient cultiver les terres. Question. Étiez-vous marié à l'époque? Réponse. Oui, en effet. Question. Dans les coopératives, est-ce que vous avez retrouvé les membres de votre famille et votre épouse? Réponse. Tous les membres de ma famille vivaient ensemble, à l'exception d'un de mes enfants qui était à l'étranger. Question. Quand avez-vous été transféré à Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que à la coopérative, j'ai cultivé les terres pendant une saison. Après la récolte et après avoir rentré le foin, on m'a transféré à Phnom Penh. Je crois que c'était en 1976 à peu près. Question. D'après vos souvenirs, qui a été transféré à Phnom Penh avec vous à cette époque? Réponse. Je suis venue seule à Phnom Penh. Question. Vous a-t-on expliqué pourquoi vous deviez retourner à Phnom Penh? Réponse. On ne me l'a pas expliqué. Question. Quand vous êtes revenu à Phnom Penh, quelle impression avez-vous eue? À quoi ressemblait la ville? Réponse. Un grand calme régnait dans Phnom Penh. Question. Revenons quelque peu en arrière. Vous dites être arrivé seul à Phnom Penh. Qu'en est-il de votre famille? Qu'en est-il de vos enfants? De votre épouse? Était-il avec vous? Réponse. Non. Ils sont restés à la coopérative. Question. À quel moment avez-vous pu retrouver votre famille? Réponse. Toutes les 2 ou 3 semaines, j'avais l'occasion d'aller passer une nuit ou deux avec ma famille, après quoi je devais rentrer. Question.
Quand vous étiez autorisé à ce faire, est-ce qu'on vous délivrait un sauf-conduit? Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'on m'ait remis une telle autorisation. Question. Qui décidait de vous laisser vous rendre auprès de votre famille sans que vous n'ayez reçu de sauf-conduit? Réponse. Il s'agit de quelqu'un qui était responsable à Phnom Penh. Cette personne m'a autorisé à le faire et donc je pouvais me déplacer à Phnom Penh ou ailleurs à vélo, et lorsque j'arrivais à un poste de contrôle, je disais à quel endroit j'allais. On me laissait continuer et on ne prenait même pas la peine de me demander de présenter de sauf-conduit. Question. Quelle était cette personne qui était responsable? Réponse. C'était Deun. Deun était le président du comité du commerce à l'époque. L'accusation. Parlons à présent des événements ayant trait au ministère du Commerce. Ma question est la suivante. À quel endroit avez-vous logé lorsque vous êtes rentré à Phnom Penh pour la première fois? Réponse. Lorsque je suis arrivé pour la première fois à Phnom Penh, j'ai logé dans une maison qui était située à proximité du siège du comité de l'industrie. Cette maison dans laquelle je logeais était donc auprès de l'enceinte du comité de l'industrie. À l'époque, on ne parlait pas de ministère de l'industrie. Question. Qui avez-vous rencontré en arrivant pour la première fois dans cette maison? Réponse. Je logeais près du comité de l'industrie. J'en ai ensuite rencontré le président, lequel m'a dit que je pouvais loger là temporairement. Question. Qui était le président du comité de l'industrie? Réponse. Il s'appelait On. Question. Est-ce que vous connaissez son nom complet? Réponse. Non. Je le connaissais seulement sous le nom d'On. Les gens l'appelaient camarade On. Question. En quoi consistait votre fonction principale à l'époque? Réponse. Cela n'était pas clairement défini. On m'a simplement demandé d'attendre.
Question. Y a-t-il eu des réunions qui ont été organisées pour vous présenter à l'équipe? Réponse. Non. Question. Avez-vous jamais rencontré des délégués étrangers qui étaient en visite officielle? Réponse. Oui. Question. Que venaient faire ces visiteurs étrangers? Réponse. En gros, ils venaient pour discuter du commerce entre le Cambodge et ses partenaires. Question. De quel pays ces délégations venaient-elles? Réponse. Il s'agissait d'une délégation chinoise de la République populaire de Chine. Question. À cette époque, est-ce que la Banque du commerce extérieur avait déjà été mise en place? Réponse. Non. Cette Banque du commerce extérieur n'avait pas encore été créée. Question. Dans ce cas-là, comment a-t-on fait pour nouer des relations commerciales? Réponse. Au début, ils nous ont juste expliqué les aspects essentiels du commerce entre les deux pays. Ils ont dit qu'une banque était essentielle dans ce contexte, mais une banque n'avait pas encore été établie. Pour la partie cambodgienne, nous étions peu nombreux à comprendre comment fonctionnaient les transactions bancaires. J'étais la seule personne à avoir travaillé dans une banque. Je n'avais pas beaucoup de qualifications en la matière, mais néanmoins, je savais en gros comment fonctionnait une banque. Et on m'a demandé d'apporter une contribution dans ce domaine. Question. En quelle année cette banque a-t-elle été créée? Et qui en a été responsable? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais c'était vers la fin de l'année 1976. Je ne me souviens pas de la date exacte. Lorsqu'elle a été mise en place, elle s'appelait Banque du commerce extérieur du Cambodge. À l'époque, ou plutôt, je vais revenir un peu en arrière. D'après les documents portant création de cette banque, 2 personnes en étaient responsables. Il y avait un directeur général et son adjoint. Mais je ne me souviens pas de leur nom. Je me souviens de son nom de famille. C'était May. Mais je ne me souviens pas de son nom complet.
Pour ce qui est de l'autre, à savoir l'adjoint, c'était l'adjoint du directeur général. Je n'ai jamais rencontré en personne le directeur général de la banque à l'époque. Question. S'agissant de l'organigramme de la banque qu'il était prévu de mettre en place, j'ai une question à vous poser. Sous l'autorité de quel organe la banque devait-elle être placée? Réponse. Je ne sais pas bien, je ne sais pas quelle institution était chargée de superviser la banque. Question. Au sein de la banque, qui étaient vos supérieurs? Réponse. Laissez-moi vous donner quelques précisions. La banque était administrée par un directeur et par son adjoint, mais je le répète, je ne les ai jamais rencontrés en personne. Pour ce qui est des autres départements ou sections, il n'y en avait pas. Par exemple, la section du financement ou de la comptabilité. Et donc, il n'y avait pas de système bien établi pour la présentation de rapports aux supérieurs, parce qu'il y avait peu de gens. Moi-même, je n'ai jamais rencontré le directeur général. Cette banque était une sorte de coquille vide. Ce n'était que lorsque des délégations étrangères arrivaient que nous les rencontrions. Le reste du temps, il n'y avait aucune opération. S'il fallait établir des rapports, ceux-ci étaient envoyés par messager, lequel communiquait les rapports à l'échelon supérieur, mais je ne savais pas du tout qui était l'échelon supérieur et je n'ai jamais osé demander au messager à qui le rapport était censé être envoyé. Question. Est-ce que vous dites qu'un messager était chargé d'assurer la communication entre vous et l'échelon supérieur? Réponse. Les messagers avaient 13 ou 14 ans, ils ne comprenaient rien. Quand on leur remettait quelque chose, ils le prenaient et le remettaient à qui de droit. Et ce n'est pas moi qui ai recruté ce messager, celui-ci a été désigné par les autorités supérieures. Question. Vous dites que le messager avait environ 13 ou 14 ans. Mais dans votre rapport, est-ce que vous indiquiez le nom d'un destinataire précis, par exemple frère X ou Y?
ou adressé à tel ou tel organe? Réponse. En général, c'était une sorte de brouillon que j'envoyais à l'autorité supérieure. Je devais rédiger cela en anglais. Je reconnais que mon anglais n'était pas assez bon, donc il y avait des termes que je ne comprenais pas bien. Dans ce cas-là, j'ajoutais le mot français entre parenthèses. Parce que je savais qu'au niveau supérieur, les gens comprenaient l'anglais et que donc ils pourraient corriger le texte. J'ai envoyé cela à un bureau, je ne savais pas qui était le destinataire. J'envoyais ça simplement au bureau, mais je ne me souviens pas du nom de code du bureau. Il y avait un bureau central de la communication qui était plus haut dans la hiérarchie et qui était chargé de communiquer ses rapports à qui de droit. Encore une fois, je ne me souviens pas du nom de code de ce bureau, cela remonte à plus de 30 ans. Quand le messager venait à mon bureau, je lui disais à chaque fois que c'était un rapport qu'il fallait envoyer à tel bureau. Mais je ne mentionnais pas le destinataire précis du document en question. Question. Ce matin, vous avez dit que Dunn était président du comité du commerce. Saviez-vous qui était son supérieur direct? Réponse non. Question. De vous et de Dunn, qui était le plus haut placé? Réponse. Dunn était plus haut que moi dans la hiérarchie. Comme vous le savez, la banque était placée sous le contrôle du comité. Nous expliquions simplement des questions techniques. Question. Concernant la structure du ministère, saviez-vous qui était le président du ministère? Réponse. Je voudrais préciser une chose. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'Industrie et du Commerce, mais à l'époque, on n'employait pas le terme de ministère. On parlait plutôt de comité. On disait par exemple le comité du commerce ou le comité de l'industrie. Et au sein du comité du commerce, l'interprète se reprend. Au sein de chaque comité, industrie ou commerce, il y avait un président. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, Dunn était le président du comité du commerce. Par la suite, à une date dont je ne me souviens pas exactement, Dunn a été retiré ou limogé, je n'en sais rien, en tout cas, il est parti, et Van Rett a pris sa place. Van Rett avait été membre du comité du commerce. À compter de la disparition de Dunn, c'est Van Rett qui l'a remplacé. Question. Quand Dunn a été retiré et qu'il a disparu mystérieusement, Van Rett est donc venu le remplacer. Est-ce que Van Rett
à contrôler la production de riz dans chaque région? Réponse, je n'en sais rien. Question. Avez-vous jamais reçu des rapports sur la production de riz, rapports qui vous auraient été envoyés par les régions? Réponse, non, jamais. Question. En tant que directeur adjoint de la banque, avez-vous noué des relations avec des banques étrangères? Réponse. À l'époque, j'étais certes directeur général adjoint, mais je n'ai jamais signé quelque document que ce soit. Les documents que je préparais, je devais les soumettre au directeur général, que je n'ai jamais rencontré en personne. Et je n'ai jamais reçu d'exemplaires à conserver pour les archives, parce que le document était envoyé au directeur. Je ne pense pas que nos rapports aient été remis à des banques étrangères. Question. Vous dites donc qu'il y avait des documents de ce type, mais vous ne savez pas exactement sur quoi ils portaient, n'est-ce pas? Réponse. Peut-être que le directeur général a validé ces documents, mais ce document ne m'a jamais été retourné. Je n'en ai jamais eu d'exemplaire. Je ne peux que supposer que les documents n'ont pas été envoyés à l'extérieur, mais pour ma part, je n'en ai jamais reçu d'exemplaire. Question. Connaissiez-vous Von Veth? Réponse. Oui. Question. Quel poste Von Veth occupait-il? Réponse. Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction au sein de l'organisation du Cambodge démocratique, parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Mais d'après mes observations, j'ai pu constater que Von Veth était chargé de l'économie. Quand je suis rentré de la coopérative, il m'a demandé d'aller le rencontrer. Il m'appelait Bong parce que j'étais plus âgé que lui. Il m'a dit que des délégués chinois devaient venir au Cambodge en visite et qu'il avait besoin de gens qui comprennent le fonctionnement des transactions bancaires. Il m'a donc demandé d'être présent pour faciliter le déroulement de la réunion avec les délégués chinois. Question.
Vous avez dit que Vordvet était chargé de l'économie. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous saviez de quelle façon était structuré et organisé le comité de l'économie? Réponse, non. Question. Quel était le nom révolutionnaire de Hem? Avez-vous jamais entendu ce nom? Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous connaissez son nom complet? Réponse. Son nom complet est Khieu Samphan. En réalité, je le sais depuis longtemps. Question. Saviez-vous quelles étaient les fonctions de Khieu Samphan, alias Hem à l'époque? Réponse. Non. Question. Qui était habilité à signer les accords commerciaux? Réponse. Je n'en sais rien. Cela relevait du comité de l'économie ou du commerce. Moi, je n'en savais rien. Question. Je vais passer à un autre thème. Il s'agit de votre propre personne en particulier. Vous avez dit que M. Dunn avait disparu. Hormis Dunn, savez-vous qui d'autre a disparu? Réponse. Je n'en ai aucune idée. Pour ce qu'il y a du personnel de la banque, il n'y avait personne d'autre, sauf moi-même et les jeunes que j'ai déjà cités. Je ne suis pas au courant de la disparition de Dunn. Question. Étiez-vous au courant des transferts ou des remaniements de personnel au sein du ministère? Réponse, non. Question. Connaissez-vous une personne qui s'appelle Krön? Réponse. Au début, je l'ai connu. Mais par la suite, je ne me souviens pas de la date exacte, c'est au moment où je me suis rendue à Kampong Cham, où je l'ai rencontré dans ses fonctions. Il était chef du port. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Question. Savez-vous si Krön est encore vivant ou avait-il disparu? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou où il a pu aller.
Question. Vous avez dit tout à l'heure que Dunn était le chef. Lorsqu'il a disparu, qui l'a remplacé? Réponse. Dunn avait toujours été le chef du comité de commerce. Mais en son absence, il était remplacé par M. Van Riet. Question. Quand avez-vous su que Van Riet avait disparu? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Vous ne vous souvenez pas de la date de sa disparition ou vous ne saviez pas qu'il avait disparu? Réponse. Je n'étais pas au courant de sa disparition. Parce que je n'ai pas été emmenée à entrer en contact avec lui par la suite, donc je n'avais aucune raison de savoir s'il avait disparu et à quel moment. Question. Qu'avez-vous ressenti suite à la disparition de Dunn? Est-ce que vous aviez peur? Réponse. Mon ressenti restait normal. Malgré la disparition de Dunn, je n'avais pas peur. J'arrivais à travailler normalement et à mobiliser mes compétences bancaires au quotidien. Que cela me plaise ou pas, que je sois content ou pas, j'étais tout simplement obligée de faire mon travail. Question. Aviez-vous peur en travaillant ou avez-vous travaillé professionnellement et en toute volonté? Réponse. Je me suis comportée en professionnel, mais j'avais également peur de mon supérieur hiérarchique. L'accusation. Monsieur le Président, ceci m'amène à la fin de mon interrogatoire. Néanmoins, il y aura d'autres questions concernant les faits et éléments de preuve qui seront posés par mon collègue, le coprocureur international. Je voudrais vous remercier, monsieur le témoin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pendant cette audience. Et je vous prie de répondre également aux questions de mon collègue. Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges. Le président, le coprocureur international a la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Bonjour, chers confrères. Bonjour, monsieur Sakim Moumout.
J'aimerais revenir sur un certain nombre de sujets que mon confrère a abordés avant de passer à autre chose. Je vous remercie de votre présence. Nous vous posons des questions sur des faits qui se sont déroulés il y a très longtemps et nous vous remercions de votre participation. Hier, vous avez dit vous être rallié à la cause révolutionnaire. Au début de votre vie. Est-ce que vous pourriez préciser, s'agit-il des années 50, des années 60, voire plus tard? Réponse. D'après mes souvenirs, c'était dans les années 50 ou 60, autour de ces années-là. Permettez-moi de rajouter qu'à cette époque, le Parti communiste du Cambodge n'était pas organisé à proprement parler. L'accusation. Il me semble que vous avez dit à mon confrère avoir déjà rencontré M. Van Riet à cette époque. Est-ce exact? Réponse. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, mais je ne me souviens pas de qui étaient ces personnes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir connu Van Riet avant 1975? Réponse. Oui, je m'en souviens. Est-ce qu'il a participé aux réunions que vous avez décrites hier et aujourd'hui, des réunions où l'on discutait des causes révolutionnaires? Réponse. Lors des réunions, j'ai parfois rencontré différentes personnes. C'était des réunions fréquentes. Je ne me souviens pas d'avoir vu Van Riet à ces réunions. Il y avait de nombreuses autres personnes qui y participaient et j'ai du mal à m'en souvenir. Question. Vous avez dit hier que Van Riet a été obligé de s'enfuir car il était poursuivi par les gens de Lon Nol. Parmi les autres personnes à ces réunions et qui étaient membres de mouvements, est-ce que certaines de ces personnes ont également été obligées de s'enfuir pendant cette période? Réponse. Je ne le sais pas. À l'exception de la fuite de Van Riet,
Est-ce que l'on peut dire que ces réunions ont continué à se tenir avec les autres personnes et avec votre participation? Réponse: oui, c'est exact. Mais je tiens également à souligner le fait que Van Riet n'a pas quitté le pays. Il est parti dans une autre zone sous contrôle des Khmers rouges. Question: est-ce que vous avez eu des contacts avec lui suite à son départ de Phnom Penh lorsqu'il s'est enfui? Réponse: non. Question: pour se tourner vers la période du début et du milieu des années 60, est-ce que vous connaissiez M. Khieu Samphan à cette époque? Réponse: oui, je le connaissais. Question: quelle était sa fonction? Le président: Monsieur le co-procureur, veuillez attendre. La défense de Ieng Sary, vous avez la parole. Maître Carnavas: bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Excusez-moi d'intervenir, mais la période dont nous parlons, les années 60, les gens qui devaient s'enfuir, m'amène à intervenir dans la mesure où on commence à parler de cette époque. Nous ne sommes plus dans la compétence temporelle propre de la Chambre. Ceci est évidemment pertinent, mais à l'époque, cela soulève la question du roi qui, à l'époque, était chef de l'État. Cela soulève la question de sa conduite. C'est une période assez sombre de l'histoire cambodgienne. À d'autres moments, nous avons estimé que le roi devrait venir témoigner. Si nous commençons à parler de cette période, nous risquons justement de devoir citer le roi à comparaître dans le cadre du dossier 002/1. Si nous commençons à parler de ce contexte, des gens qui étaient obligés de s'enfuir, le président: Maître, veuillez attendre. Je redonne la parole au coprocureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Sakinmout, pour en revenir à ma question, vous dites avoir connu Monsieur Khieu Samphan. Quelles étaient ses fonctions à cette époque? Réponse: je ne suis pas certain de son rôle dans la Révolution, mais je pense que pendant le régime du roi père, il était membre du Parlement. À nouveau, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant la Révolution. Question: l'avez-vous rencontré pendant cette période, début et milieu des années 60, et dans ce cas, à quelle fréquence? Réponse:
rencontré. Tant qu'il était à la campagne, je n'avais pas de raison de le rencontrer, l'interprète reprend. Je n'avais pas de raison de le rencontrer, mais il était à la campagne et nous sommes croisés par hasard. L'accusation, je vous remercie. Vous avez dit ne pas savoir exactement quel rôle il a joué dans le mouvement révolutionnaire à l'époque. D'après vos connaissances, était-il impliqué dans le mouvement révolutionnaire au début et au milieu des années 60? Réponse, je ne saurais émettre des spéculations, je n'en suis pas sûre. Avez-vous connu M. Ieng Sari à cette époque? Réponse, oui, je le connaissais. Question, était-il impliqué dans le mouvement révolutionnaire et l'avez-vous vu pendant cette période? Réponse, non, je ne sais pas. L'accusation, je vais terminer rapidement sur ce sujet et cette période. Avez-vous connu M. Nunchea pendant cette période? Réponse, non. L'accusation, je vous remercie. Hier, vous avez dit à mon confrère avoir aidé le mouvement à cette époque. De quelle manière l'avez-vous aidé précisément? Réponse. Il s'agissait simplement de petites contributions financières. Je ne me souviens pas de la somme. J'avais un poste officiel et un petit salaire et je reversais une partie de mes revenus pour aider le mouvement. C'est tout. Question. Et à qui avez-vous donné cet argent? Réponse. Lors des réunions de rang inférieur, on pouvait remettre ces sommes au président des réunions. Je ne savais pas ce qu'on faisait de mon argent par la suite. Je souhaitais simplement contribuer quelque chose. Question. Et est-ce que vous avez aidé le mouvement d'autres manières, étant donné que vous étiez banquier, que vous travaillez au sein d'une banque? Réponse. Non. Je n'ai apporté aucune autre forme d'aide. L'accusation. Je vais en finir sur ce sujet très rapidement, M. Sakin Lemout. Je voudrais simplement vous montrer une référence à votre nom qui figure dans un document pour vous demander si ceci est exact. Monsieur le Président, je voudrais montrer aux témoins une page du document E3/9, le livre de Philip Short, où il y a un bref extrait qui fait référence aux témoins.
Si vous me le permettez, je voudrais lui montrer la page et lui lire la phrase et lui demander de nous aider à préciser les faits. Le président, vous avez l'autorisation, mais auparavant, merci d'annoncer les numéros ERN et les numéros de page et les codes pour la Chambre. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais et en français. Nous avons demandé la traduction, mais c'est un livre qui est long. En anglais, l'ERN est 0039 64 69 et en français 0063 97 92. C'est un extrait qui est très bref que je vais vous lire et peut-être que les interprètes sauront nous le traduire. Si on peut projeter la page. Le président, vous pouvez poursuivre, maître. Monsieur Lemout, est-ce que vous arrivez à lire ce texte à l'écran ou est-ce que vous souhaitez une copie papier? Réponse. Ce n'est pas vrai et je ne l'accepte pas. L'accusation. D'accord, Monsieur Lemout, mais je vais le lire pour le besoin de transcription. Il est écrit « Le banquier Sarkim Lomout servait de trésorier occulte au mouvement ». C'est une page qui concerne la période 1974. Je pense que vous avez donné votre réponse. Nous pouvons passer à autre chose, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur le témoin. Réponse. Ce qui est écrit n'est que spéculation. L'auteur ne fait que deviner. Pendant cette période, tout ce que j'ai contribué, c'était des petites sommes d'argent. Cette déclaration est sans fondement de la part de l'auteur de cette œuvre. L'accusation. Je vous remercie. J'aimerais avancer maintenant pour passer au 17 avril 1975 et vous demander quelques précisions. Vous avez dit que l'on vous a demandé de quitter Phnom Penh vers la fin de la journée et qu'on vous a également dit que vous alliez pouvoir revenir en l'espace de quelques jours. Est-ce que vous êtes parti avec votre famille à ce moment-là? Réponse. Oui. Nous étions obligés de partir de Phnom Penh tous ensemble en famille. Question. Et qu'en est-il de vos voisins? Étaient-ils également obligés de partir ou est-ce que certains sont restés à Phnom Penh? Réponse.
Il me semble que tout le monde est parti. Personne n'est resté. Cependant, puisque je suis moi-même partie, je ne saurais vous dire si mes voisins sont partis également, mais je le pense. Question. Vous avez dit être parti de Phnom Penh par la route nationale numéro 1, c'est-à-dire le boulevard Molivon et la suite de ce boulevard. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez observé à ce moment-là? Monsieur le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre la défense de Ieng Sary. Vous avez la parole. Maître Carnavas, merci Monsieur le Président. Désolé d'intervenir. Nous avons déjà parlé de cet aspect. Si nous avons un coprocureur international ou national plutôt qui se lève pour parler de certains domaines et puis le coprocureur international qui se lève pour revenir à ces mêmes sujets, il s'agit de doublons et c'est une perte de temps. Des réponses ont déjà été données à ce sujet. Le Président, Maître, soyez bref et concis. Et dites-nous pourquoi vous prenez la parole. Le temps de la Chambre est précieux. À chaque fois que vous prenez la parole, vous prenez beaucoup de temps. Encore une fois, veuillez nous dire s'il s'agit d'une objection aux questions, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de dire que ce sont des questions orientées ou hypothétiques ou interdites d'une manière ou d'une autre? Soyez précis, s'il vous plaît, pour que la Chambre puisse se prononcer sur votre objection. Pensez-vous qu'il s'agit d'une question répétitive? La défense. C'est la pratique de la Chambre d'autoriser ce genre de répétition ad vitam aeternam. C'est pour cela que je me lève et c'est pour cela que j'explique mon objection. Puisque par le passé, Monsieur le Président, vous ne m'avez même pas répondu et vous avez rendu la parole à l'accusation. Et avec ce genre de pratique, mes raisons ne sont pas inscrites à la transcription. C'est pour cela que lorsque je me lève, je prends plus de temps. L'accusation. Monsieur le Président, si vous me le permettez. Le Président. Coprocureur. Souhaitez-vous répliquer? Les parties ont pleinement le droit d'interjeter appel de toute décision rendue par la Chambre. Les parties peuvent utiliser les voies de droit qui sont prévues. Personne n'a privé les parties de l'exercice de leurs droits en la matière. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes nettement en désaccord avec la partie adverse. Tout ce que je fais, c'est de poser des questions dans le prolongement de l'interrogatoire fait par mon confrère. Hier, mon collègue a passé 3 quarts d'heure sur la période antérieure à 75. J'ai passé 10 minutes sur cette période. Tout ce qu'a dit le témoin, c'est qu'il avait vu des gens marcher et qu'ils étaient nombreux dans l'intérêt de la Chambre et des partis. Je pense qu'il faut poser des questions dans le prolongement de cela pour voir si le témoin peut préciser. Si la défense soumet des objections, nous allons perdre le fil du témoignage et perdre du temps.
Le président. La Chambre va se prononcer sur l'objection soulevée par la défense de Ieng Sary. Cette objection est rejetée. L'accusation peut poser cette question au témoin. Concernant les faits mentionnés, à nouveau, la Chambre rappelle à l'accusation que ces faits ont fait l'objet de questions posées par le coprocureur cambodgien. Cela dit, si vous avez d'autres questions à poser aux témoins afin d'approfondir la question, vous pouvez le faire, mais dans ce cas, soyez bref. Par ailleurs, si l'accusation ou l'une quelconque des parties se répartit l'interrogatoire en fonction des différentes parties de l'ordonnance de clôture, il s'agit de bien s'organiser. De façon à utiliser au mieux le temps prévu pour l'interrogatoire. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je reviens brièvement au thème qui nous occupe. Vous avez dit à mon confrère que vous aviez vu beaucoup de gens qui marchaient. Au cours de cette marche, avez-vous vu des soldats Khmer rouges, semblables à ceux que vous aviez vus plus tôt dans la journée à proximité de votre maison? Réponse. En quittant la ville, les gens ont emporté diverses choses, y compris leurs moyens de transport, voitures ou vélos. J'ai aussi constaté qu'il y avait des soldats qui escortaient les gens le long de la route. Pour le reste, je ne peux pas vraiment répondre, à moins que vous ne posiez des questions plus précises sur tel ou tel aspect de la situation. Voilà en tout cas la situation d'ensemble telle qu'elle prévalait durant l'évacuation de la ville. L'accusation. Merci. D'après ce que vous saviez et de ce que vous avez observé, est-ce que tout le monde est parti ou bien est-ce que certains ont demandé à rester? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Avez-vous vu des gens refuser de partir ou bien des gens qui demandaient à être autorisés à rester chez eux? Réponse. Je n'en sais rien non plus. Quand on m'a demandé de partir, j'ai dû le faire. Pour ceux qui auraient pu résister à l'ordre de quitter la ville, je ne sais rien à ce sujet. L'accusation. Merci. Je pense que vous avez dit être allé d'abord à Kingsfai. À quelle distance cet endroit se trouvait-il de Phnom Penh et combien de temps vous a-t-il fallu pour y arriver?
Réponse. De Phnom Penh à Kings Fai, il y a une vingtaine de kilomètres. Je suis arrivé à une pagode, celle de Champa, dans le village de Champa. C'était un peu après le village de Prey Aing. C'était à environ une dizaine de kilomètres ou un peu plus, mais moins de 20 kilomètres, je pense. Quand nous avons quitté Phnom Penh, nous sommes arrivés là-bas le lendemain, tôt le matin. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de monde sur les routes et on ne pouvait pas avancer rapidement. Question. Quand vous êtes arrivé à Kings Fai, vous avez dit hier que vous aviez demandé l'autorisation de vous installer sur place, parce que je pense que vous avez dit que vous aviez de la famille là-bas. À qui avez-vous demandé l'autorisation? Réponse. Le premier jour, il n'y avait pas de gens désignés responsables de telle ou telle personne au sein de la coopérative. Si quelqu'un voulait demander l'autorisation de partir, ce n'était pas très clair, on ne savait pas très bien à qui il fallait s'adresser. Je me suis adressé à ma famille et ils m'ont dit de rester avec eux. Question. Donc vous n'avez demandé à personne de rester sur place, contrairement à ce que vous avez dit initialement. Vous êtes tout simplement resté là sans en demander l'autorisation, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Je suis resté sur place temporairement. Je ne voulais pas rester longtemps. Je voulais me mettre en route pour gagner ma ville natale. Mais comme j'y ai rencontré des membres de ma famille, j'ai décidé d'y rester avec eux. Et les membres de ma famille ont accepté de m'héberger. Question. Vous êtes né à Kampot, n'est-ce pas? Veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. Oui, je suis né dans la province de Kampot, dans le district de Chuk. Question. Vous venez de dire que vous aviez l'intention d'aller à Kampot. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Réponse. Quand je suis parti de chez moi, je suis arrivé à Chaba Ampe. J'avais l'intention d'aller vers Takmao, mais les routes étaient bondées et donc nous avons dû suivre le mouvement dans la bousculade. On ne pouvait pas faire demi-tour. La route était bondée. J'ai donc dû franchir le pont et finalement je suis arrivé à Chaba Ampe. Question. Je pense que ce matin, vous avez dit à mon confrère que vous aviez été transféré vers une deuxième coopérative après un certain temps. Qui a ordonné ce transfert?
Réponse. Je n'en savais rien. Question. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous deviez partir? Comment se fait-il que vous soyez parti pour une autre coopérative? Question. L'interprète se reprend. Réponse. J'avais un ami à Phnom Penh, je ne savais pas quel poste il occupait à l'époque, mais il est venu me dire que je devais me préparer à quitter la coopérative et à rentrer à Phnom Penh. C'est tout ce qu'il m'a dit. L'accusation. Je pense que vous avez parlé d'événements ultérieurs. Moi, j'ai parlé de votre transfert depuis Kings Fai vers une coopérative de Phnom Penh. Concernant ce transfert-là, qui vous a dit de partir? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Celle-ci a déjà été posée par le coprocureur cambodgien. C'est donc une question répétitive. L'accusation. Vous avez dit également qu'à la deuxième coopérative, on vous avait demandé de rédiger votre biographie. Vous ne saviez pas à qui elle a été envoyée, mais saviez-vous pour quelle raison vous deviez rédiger votre biographie? Réponse. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde a dû le faire. Les intellectuels, les paysans, tout le monde a dû le faire. Les paysans ne savaient ni lire ni écrire, mais ils m'ont demandé de les aider à écrire cela. Je ne savais pas à qui le chef de coopérative allait remettre ces documents, mais nous avons tous dû les rédiger. Question. Est-ce qu'on vous a dit ce que vous deviez écrire dans cette biographie, ou bien est-ce que vous avez juste rédigé cela comme bon vous semblait? Réponse. On nous a dit de rédiger cette biographie. Question. Je sais qu'on parle d'événements qui remontent à longtemps, mais vous souvenez-vous de ce que vous deviez écrire? Réponse. Nous devions commencer par donner des informations personnelles comme le nom, la date de naissance, le niveau d'instruction et la profession. Voilà certaines des données que nous devions consigner. Il fallait par exemple préciser l'endroit où nous avions travaillé avant de partir pour la coopérative. Le président, le moment est venu de suspendre les débats. L'audience reprendra à 11h05. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat durant la pause en leur offrant des rafraîchissements et veuillez les ramener dans le prétoire avant la reprise de l'audience.